Bonjour, bienvenue sur Histomed, qui vient d'évoquer la médecine du Moyen-Âge dans le monde arabo-musulman et qui vous propose de voir ce qui se passait en Occident pendant ce temps avec une série de 3 vidéos intitulées « Où était passé Hippocrate et Galien ? À quel saint se vouer ? Et quelle médecine à l'ombre des monastères ?» Commençons donc par nous demander où étaient passés Hippocrate et Galien durant le Haut Moyen-Âge, la période qui, en gros, court du 5e au 10e siècle. Comme nous l'avons vu en introduction de cette playlist, cette période débuta avec le sac de Rome par Alaric, le roi des Visigoths, en 410, ou par la mort de Romulus, dernier empereur romain, tué par Odoacre en 476, événement qui sonna le glas du monde romain malgré la vague reconquête entreprise par Justinien vers 500. Ou alors par le baptême de Clovis en 496. Cet acte fondateur de notre nation fut marqué par la montée du christianisme qui allait bouleverser les rapports de l'homme et de la maladie, avec l'apparition de 2 notions fondamentales pour l'avenir de la médecine, la notion de charité, caritas, basée sur l'amour du prochain, et la recherche du salut de l'âme par la résurrection, finalement plus importante que l'enveloppe corporelle. Cette charité, qui s'adressait surtout aux pauvres et aux vieillards, aux pèlerins et aux voyageurs, à l'exemple du Christ, allait devenir le moteur de l'action sanitaire et sociale de l'Occident jusqu'à la Révolution française, voire au-delà, et même si la philanthropie et l'amour des hommes existaient bien sûr dans l'Antiquité et dans d'autres civilisations et d'autres religions, à commencer par l'islam, dont la charité est l'un des piliers. Quant à la recherche du salut de l'âme, elle devenait plus importante que la vie matérielle que la médecine aurait pu sauver. D'autant que la maladie était une épreuve infligée par Dieu pour communier avec les souffrances du Christ sur la croix et trouver ainsi son salut. La maladie devenait rédemptrice et la mort libératrice. Il faut savoir de plus qu'au Moyen-Âge, tout était expliqué par le prisme de la religion, tout n'était que symbole, et cela va durer jusqu'à la Renaissance, à l'exemple de la parabole des aveugles. Ainsi, pour rester dans le domaine de l'ophtalmologie, Roger Bacon, que certains considèrent pourtant comme le père de la science moderne, expliquait que s'il existe 7 enveloppes à l'œil, c'est que Dieu a voulu imprimer ainsi en nous les 7 dons du Saint-Esprit. La plus savante érudition du Moyen-Âge était de plus complètement imprégnée des légendes des bestiaires les plus sérieux, pleins d'animaux légendaires comme la licorne, le phénix ou les hydres, ou de superstitions à laquelle n'échappait pas la médecine, à commencer par le toucher des écrouelles par le roi de France lors de son sacre, qui durera de Clovis à Charles X. Sans oublier la numéromancie et l'astrologie, qui expliquaient bien des maladies, avec la notion de crise, mais aussi l'échec ou la réussite de traitement qu'elle guidait, en commençant par les saignées, mais aussi par la prise de nombreux médicaments. Il ne faut pas croire que ces pratiques étaient propres à l'Occident. La médecine arabo-musulmane que nous avons vue y avait aussi amplement recours. Comme nous l'avons vu aussi, cette époque fut marquée par la scission du monde chrétien en 2 empires. L'Empire romain d'Orient, qui continua sans interruption la tradition médicale gréco-romaine, notamment par les moines nestoriens, et l'Empire romain d'Occident, qui se résumait à plusieurs royaumes barbares. En Espagne, celui des Visigoths, dont la plus grande partie fut conquise par les Arabes au 7e siècle, en France et en Allemagne, celui des Francs, et en Italie du Nord, celui des Lombards. Ces royaumes furent annexés par Charlemagne en l'an 800 pour constituer l'Empire d'Occident, qui sera lui-même divisé et partagé par le traité de Verdun en 843. Cette période du Haut Moyen-Âge, notion, on l'a bien compris, qui ne se limite pas à des bornes chronologiques fixées par des dates précises, mais qui représente un continuum entre l'Antiquité et le Moyen-Âge central, se terminera, pour ce qui concerne la médecine, quand le savoir va s'enrichir et se renouveler par les contacts avec l'islam médiéval à partir du XIe siècle. Transfert de connaissances qu'Histomed abordera dans une vidéo intitulée « Comment la médecine gréco-romaine revint en Occident ». Tandis que le Moyen-Âge central correspond à l'essor des premières universités, avec la médecine dite scolastique, qui sera l'objet d'une autre vidéo. On parle volontiers, pour la médecine pratiquée à cette époque du Haut Moyen-Âge, de médecine des moines, de médecine conventuelle
ou de médecine monastique. Mais cette médecine, qui va effectivement se développer surtout à l'ombre des monastères, n'était pas la seule. Le savoir médical du Moyen-Âge occidental, qui donna naissance à sa médecine monastique, se constitue en fait à partir de 3 données essentielles étroitement intriquées. Un savoir scientifique hérité du monde antique, dont des brides avaient été sauvegardées malgré tout et qui sera repris par quelques intellectuels avant que la civilisation arabe ne la complète et l'enrichisse considérablement. Un ensemble de prescriptions pratiques de la vie quotidienne, sauvegardées après l'écroulement de l'édifice doctrinal de la science antique et constitué de réelles connaissances empiriques, constituant une médecine que j'appellerais populaire, qui voisinait indistinctement avec des superstitions d'une médecine magico-empirique, continuation de la médecine des druides, qui allait s'intégrer dans une médecine théurgique. La médecine dite monastique allait en quelque sorte regrouper ces approches savantes magico-religieuses, empiriques et populaires, dans l'art de guérir, en favorisant l'enseignement, en recopiant les manuscrits, et en créant des centres de soins à l'ombre des monastères. Commençons donc par ce que j'ai appelé la médecine savante. Contrairement à l'Empire romain où la médecine hippocratico-galénique avait survécu, pour preuve cette fresque byzantine représentant le père de la médecine gréco-romaine avait été quasiment oubliée en Occident. Je dis quasiment car, comme nous allons le voir, cette médecine hippocratico-galénique ne fut pas absente des différents mouvements intellectuels qui émergèrent çà et là, notamment au moment de la Renaissance carolingienne. Il faut de plus noter que la médecine de Galien n'était pas la seule dans le monde gréco-romain, constitué, comme nous l'avons vu, d'écoles médicales diverses, parfois contradictoires, et des médecins partisans de l'école méthodique restèrent très influents dans le monde latin jusque sous l'Antiquité tardive. Progressivement, les vainqueurs barbares s'approprièrent la civilisation gallo-romaine des pays conquis, et notamment dans le domaine médical, à l'exemple de Théodoric, le beau-frère de Clovis, roi des Ostrogoths, pour qui nul art ne pouvait être considéré comme supérieur à la médecine gréco-romaine, et qui donna aux moines la mission de recopier des manuscrits anciens. Il fut aidé en cela par Boès, qu'il fit même consul, ce qui ne l'empêcha pas de le mettre à mort à Pavie en 524. Boès était un philosophe chrétien adepte de la doctrine d'Aristote, dont il commenta les écrits, ses traités de théologie, de philosophie et de mathématiques et de musique, comme on le voit sur ce manuscrit. Son travail de traduction et de commentaire fut la source antique principale de la philosophie médiévale avant que soient connus les commentaires d'Averroès. Mais Théodoric n'était pas un cas isolé. Thierry Ier, roi de Reims et d'Austrasie, le fils aîné de Clovis, reçut même comme ambassadeur à Metz Antimus, un médecin exilé de Byzance, auteur d'un livre d'hygiène alimentaire et de cuisine, Observations sur la nourriture. Tandis que Childebert, un autre fils de Clovis, créa un xénocodium à Lyon en 542, et la reine Brunehaut, celui d'Autun où elle sera enterrée 3 ans plus tard. L'autre figure intellectuelle marquante du début du VIe siècle fut Cassiodore, homme politique et écrivain latin, fondateur du monastère du Vivarium en Calabre, qui fut un lieu où la culture savante se développa pour être transmise dans un cadre chrétien. Contrairement à l'Orient, de tels lieux n'existaient pas encore en Occident, où culture savante et christianisme restaient 2 pratiques nettement distinctes. Le Vivarium de Cassiodore fut donc un centre de première importance pour la transmission de nombreux textes, aussi bien bibliques ou liturgiques que païens, dont bien sûr des textes de médecine. Ainsi, quelques textes médicaux grecs furent traduits en latin, dont 5 ou 6 traités d'Hippocrate et celui de thérapeutique de Galien, intitulé « Méthode de traitement à glaucon ». En ce qui concerne la médecine pratique, Cassiodore exhortait les moines de son monastère à apprendre, disait-il, les propriétés des simples et des remèdes composés. On assista à une démarche similaire chez les Lombards, avec des traductions latines d'une partie du savoir grec en Italie du Nord, comme dans l'abbaye de Nonantola, chez les Goths, avec également des traductions en Allemagne du Sud, à l'abbaye de Reichenau, et chez les Visigoths, chez lesquels la figure marquante fut Isidore de Séville, qui considérait que la connaissance de la culture profane était nécessaire à la compréhension des Écritures.
Isidore fut l'auteur d'une encyclopédie intitulée Etymologiae ou Origine, vaste ouvrage de 20 livres sur tous les savoirs, dont la médecine, qui représentait le livre 4, et qui connut un grand succès parmi les clercs. L'approche médicale de la maladie reposait d'abord sur les textes de Galien et la théorie hippocratico-galénique des 4 humeurs. Selon Isidore de Séville, la santé était l'intégrité du corps et le bon mélange de la nature humaine concernant le chaud et l'humide. Extrêmement populaire durant tout le Moyen-Âge, avec plus de 1000 manuscrits conservés, cette encyclopédie sera encore rééditée à la Renaissance, où l'on compte plus de 10 éditions entre 1470 et 1580. L'autre personnage influent de cette période fut Bède le Vénérable, père de l'érudition anglaise. Son œuvre la plus célèbre, l'Histoire ecclésiastique du peuple anglais, lui a valu le surnom de père de l'histoire anglaise. Il était également linguiste et traducteur, et ses traductions des œuvres grecques et latines des premiers pères de l'Église jouèrent un rôle important dans le développement du christianisme en Angleterre. Les traductions anglo-saxonnes des œuvres classiques, comme celle de Dioscoride, montrent aussi la persistance des éléments de la connaissance médicale classique. Hélas, rapidement en Angleterre comme sur le continent, cette médecine antique savante devint inaccessible, car entre les 7e et 8e siècles, les œuvres d'Hippocrate et de Galien ne furent plus traduites, et les parchemins furent même récupérés pour pouvoir recopier des textes religieux à l'origine des fameux palimpsestes. Il faudra attendre la Renaissance carolingienne, période de renouveau de la culture et des études en Occident, sous les empereurs Charlemagne, Louis le Pieux et Charles le Chauve, pour voir des progrès s'effectuer notamment dans le domaine de l'éducation et de l'érudition, tandis que la cour attirait des lettrés influents. Le plus célèbre d'entre eux, Alcuin, originaire du Yorkshire, dirigea la plus grande école de l'Empire carolingien, l'école palatine à Aix-la-Chapelle, et créa l'école monastique de Tours, considérée comme la mère des écoles claustrales françaises. Mais aussi citons Raban-Mort, que l'on voit ici soutenir Alcuin en train de dédicacer son œuvre à l'archevêque Odoguer. Et Guinard, auteur de la première biographie de Charlemagne, ou alors l'Irlandais John Scott Erigen. Les médiévistes modernes préfèrent néanmoins le terme de réforme carolingienne à celui de Renaissance, ce dernier terme sous-entendant, derrière l'historien du XIXe siècle Jules Michelet, que le Haut Moyen-Âge était une période culturellement rétrograde. Ce serait en effet oublier les mouvements intellectuels nés autour de Cassiodore, Boès, Bède le Vénérable ou Isidore de Séville que nous venons d'évoquer, et plus généralement ignorer l'activité des scriptoria commencée dans les monastères et qui se prolongea jusqu'à la découverte de l'imprimerie. Il faut donc aussi remettre en cause l'opposition entre un Orient islamisé lumineux et un Occident chrétien ténébreux. Cette querelle d'historiens, Renaissance-Réforme, s'inscrit d'ailleurs dans celle plus générale de l'évolution continue ou disruptive des sociétés humaines, et notamment de la médecine, que nous avons évoquée dans la première vidéo d'Histomède. Même s'il faut nuancer l'influence réelle et le bilan de cette renaissance carolingienne derrière les historiens médiévistes Jacques Le Goff ou Pierre Richer, que ce fut dans l'enseignement ou dans la diffusion du savoir, limité à la cour et à un petit cénacle d'intellectuels, cette première période de renouveau culturel au Moyen-Âge en Occident permit une redécouverte de la langue latine, la mise en place d'une législation scolaire qui fera long feu, à l'origine de la promotion des arts libéraux, mais aussi la sauvegarde de nombreux auteurs classiques et son corollaire, l'organisation de bibliothèques. La langue latine était le véhicule du savoir en Occident, comme l'arabe l'était en Orient, comme l'anglais l'est aujourd'hui dans le monde entier, ce qui permettait à des moines ou à des intellectuels laïcs, de nationalités différentes, de communiquer. La mise en place d'une législation scolaire se fit sous l'influence de l'anglo-saxon Alcuin, dont nous avons parlé, et que l'on voit ici en compagnie de Charlemagne. Alcuin, le principal artisan de cette renaissance carolingienne, était, selon Hyginard, l'homme le plus savant de son temps. Cette première réforme scolaire, et il y en aura beaucoup d'autres, mise en chanson par France Gall, prévoyait une école dans chaque évêché ou monastère pour apprendre aux enfants à lire, à compter, à chanter, mais aussi à connaître la grammaire latine. C'est ce que l'on appelait les 7 arts libéraux.
Ceux-ci étaient séparés en trivium, ou les 3 voies ou matières d'étude, qui concernaient le pouvoir de la langue, l'étude des mots, à savoir la grammaire, la dialectique et la rhétorique. À côté du trivium, le quadrivium, ou 4 voies au-delà du trivium, qui se rapportaient au pouvoir des nombres pour l'étude des choses, c'est-à-dire l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. Comme vous savez bien compter, vous remarquez 2 autres médaillons sur cette rose des arts libéraux du vitrail du transept nord de la cathédrale de Laon, exécuté vers 1180 par l'atelier de Pierre d'Arras. Les 7 jeunes femmes qui représentent ces arts sont en effet souvent accompagnées de la sagesse ou de la philosophie, considérée comme leur mère et que l'on trouve ici au centre. Tandis que le 8e médaillon représente la médecine, symbolisée par la matula, le pot à urine. Ces arts libéraux, et notamment le quadrivium, qui proposait une première maîtrise des sciences ou discipline mathématisable, ici la géométrie, symbolisée par le compas, ouvrait en effet à l'étude de la médecine, mais pas encore à son enseignement spécifique. Toutefois, en Occident chrétien, la Renaissance carolingienne a en fait peu influencé le cours de la médecine, si ce n'est par une meilleure diffusion et une meilleure disponibilité des manuscrits médicaux, comme ici. La sauvegarde de nombreux auteurs classiques, médecins ou autres, s'effectuait dans des ateliers de copistes ou scriptoria qui furent mis en place, au même titre que les écoles, dans de nombreux monastères et de nombreuses maisons épiscopales. Elle se fit surtout grâce à la minuscule Caroline, qui s'imposa dans toute l'Europe occidentale comme un outil de transmission d'une importance considérable. En effet, les écritures évoluèrent de manière différente dans tout le royaume, avec des spécificités nationales ou régionales, ce qui posait problème pour le déchiffrage. À partir de 770, afin d'unifier la politique et la culture de l'Empire, Charlemagne et Alcuin décidèrent de simplifier et d'unifier l'écriture dans tout le royaume, afin qu'elle devienne lisible et fonctionnelle de l'Elbe à l'Ebre. D'autant que les écritures anciennes les plus utilisées disposaient d'inconvénients majeurs. Ainsi, dans l'écriture mérovingienne, les majuscules étaient étroites et trop longues à recopier. Enfin, le dernier point qui nous intéresse concerne l'organisation des bibliothèques, leur enrichissement, la protection de leurs collections, corollaire indissociable de la confection de ces manuscrits. Des catalogues furent ainsi dressés et mis à jour, comme à l'abbaye de Murbach, en Alsace, où l'on en compte 335. Mais le plus bel exemple est la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Gall, en Suisse alémanique, l'une des plus importantes et anciennes bibliothèques monastiques du monde, reconstruite ici en style rococo au XVIIIe siècle, avec près de 160 000 ouvrages originaux, dont plus de 2000 manuscrits copiés entre le 8e et le 15e siècle, et 1650 incunables. Abbaye dont il ne reste de l'époque médiévale que le plan, dont nous reparlerons, en évoquant la médecine monastique. Les échanges et prêts d'une bibliothèque à un scriptorium voisin se pratiquaient également couramment, sans parler du commerce fructueux parfois initié. En France, toujours sur le thème de la médecine savante, il faut signaler pour la fin de la période qui nous intéresse, l'école de Chartres, qui connut sa renommée à partir du XIe siècle, grâce à son fondateur Fulbert, dont la date et le lieu de naissance ne sont pas bien connus, mais qui, après des études à Reims, auprès de Gerbert d'Aurillac, fut l'évêque de Chartres en 1006 et le resta jusqu'à sa mort en 1028. Fulbert fut d'ailleurs à l'origine de la reconstruction de la cathédrale, détruite par un incendie, avec une partie de la ville en 1020. À son arrivée à Chartres, la ville n'était pas dépourvue en matière d'enseignement, puisque depuis l'époque carolingienne, on y enseignait les 7 arts libéraux du trivium, c'est-à-dire grammaire, dialectique et rhétorique, et du quadrivium, arithmétique, musique, géométrie, astronomie, dont nous avons parlé. Mais Fulbert y ajouta l'enseignement du droit et celui de la médecine, qui devint même une des spécialités de l'école chartraine. Cet enseignement, qui faisait partie d'un vaste programme d'études de philosophie naturelle, pour une meilleure compréhension de la création divine, n'avait néanmoins pas pour but de former des soignants professionnels et restait
purement théorique. Réputée savante, l'école de Chartres sous Fulbert, qui était le contraire d'un novateur ou d'un réformiste en matière d'enseignement, attira les élèves de toute l'Europe chrétienne. On retrouve d'ailleurs son souvenir dans le lycée technique Fulbert, ainsi nommé en 1991, ou avec la statue réalisée par Bernard Damiano sur le parvis de la cathédrale le 10 avril 1997. L'école de Chartres atteignit son apogée au XIIe siècle sous l'impulsion de plusieurs philosophes et théologiens, auteurs d'études philosophiques savantes basées sur Platon, et notamment ses thèses pythagoriciennes, d'où cette statue de Pythagore dans le tympan droit du portail royal de la cathédrale. Le but de ces études était d'établir des correspondances entre la philosophie grecque et le christianisme. Cette approche, initiée par la réforme carolingienne, puis continuée par l'école chartraine, fut par la suite abandonnée, laissant le pas à la scolastique et à ses maîtres, notamment à la suite de la redécouverte d'Aristote, et au rapprochement des arts mécaniques avec les arts libéraux, et notamment par l'introduction de la physique. Cette médecine savante, théorique et laïque, qui survécut donc dans quelques cercles intellectuels liés au pouvoir et à l'Église, et qui allait trouver refuge dans des monastères grâce à la copie et à la traduction, s'opposait à la médecine populaire, qui était de deux sortes. La première, qui reposait sur un ensemble de prescriptions pratiques de la vie quotidienne, était celle des rebouteux, des chirurgiens ambulants, des arracheurs de dents, des empiristes et autres herboristes, médecine qui se transmettait de maître à apprenti, comme Noah Gordon l'a bien montré dans son Médecin d'Ispahan que nous avons évoqué à propos d'Avicenne. Ces soignants, bons connaisseurs des herbes et des remèdes populaires, étaient le plus souvent désignés sous le terme de mège ou miège, transcription du terme médiéval meze, issu lui-même du latin medicus, désignant le médecin, et que l'on retrouve sous différentes orthographes selon les régions. Ces soignants étaient plus accessibles pour les paysans ou les ouvriers que les moines médecins dans les monastères, et, a fortiori, les médecins instruits qui avaient de réelles connaissances médicales. Parmi ces derniers, il faut citer les médecins juifs qui officiaient surtout en Alsace et dans le sud de la France, autour du bassin méditerranéen. Et ce, malgré l'interdiction qui leur était faite de pratiquer. Cela n'empêcha pas certains d'entre eux, d'ailleurs, d'officier auprès des papes. La seconde catégorie de soignants, intriqués avec les tenants de cette médecine populaire, répondait à la définition de la médecine archaïque que nous avons donnée en introduction, mélange de magie, de superstition, de légendes pleines de sorcières et de maléfices et d'empirisme, notamment dans l'emploi des plantes. Elle faisait suite à la médecine des druides dans les stations thermales, qui était un peu l'équivalent des Asclépiades de la Grèce du Ve siècle. Cette médecine magico-religieuse allait se fondre dans les croyances populaires et dans le christianisme, en accordant une place importante aux saints guérisseurs. Thème de la prochaine vidéo d'Histomède, à quel saint se vouer. Sur Histomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.